bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Donc la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast parce que j'ai pris une petite semaine de vacances. Bon, c'est pas beaucoup, hein. J'aurais préféré en prendre 2, mais bon, on en a pris une déjà, c'est pas mal. Donc on va voir aujourd'hui les petites news qu'il y a eu milieu du mois d'août. Là, il n'y a pas eu grand-chose, hein, parce que je pense que tout le monde est plus ou moins en congé, peut-être même encore actuellement. Donc on va parler de sport à jeun, de sucre et de maladie et sommeil par temps chaud. Donc on va voir tout ça. Ce sont des articles que j'ai récupérés ce matin, histoire d'avoir le maximum de contenu. Oui. Alors je parlerai pas de tous les contenus que j'ai sortis durant les congés parce qu'il y en a eu pas mal. Juste 2 choses. Il y a eu un programme d'entraînement inspiré de la NASA. Donc vous savez, la NASA fait des publications scientifiques, ils ont des chercheurs et puis j'ai lu un petit peu les données qu'ils avaient pour l'entraînement des on va dire des astronautes, en tout cas des méthodes efficaces, donc assez modernes et efficaces pour justement la préparation physique de ces personnes-là. Et voilà, vous avez un programme qui s'en inspire, que vous pouvez faire à la maison d'ailleurs. Et donc ça, c'est ce qui est sorti pas ce week-end-là, mais celui d'avant. Donc je vous mettrai le lien probablement dans les notes même c'est sûr, vous aurez le lien. Et la deuxième chose, c'est une FAQ. Donc c'est la numéro 24 où je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais où je réponds à beaucoup de vos questions, même des anciennes que vous avez pu me poser, que j'avais pas pu traiter parce qu'il y en avait eu trop d'ailleurs. Et donc voilà, j'essaye de rattraper le retard, et comme ça au moins vous avez toutes les réponses. Donc ce sont les deux actus, les deux choses qui se sont passées en tout cas sur la plateforme VIP durant mes congés. Donc sucre et pathologie. Alors c'est un article de Marie-Céline Ray, journaliste scientifique sur lanutrition.fr, alors le titre c'est Docteur Laurent Schwartz, trop de sucre fait le lit du cancer, du diabète et d'Alzheimer. Alors moi, je regarde pas peut-être l'avantage ou l'inconvénient, c'est que je ne regarde pas l'historique des médecins. C'est-à-dire que peut-être que ce médecin, je sais pas, il est peut-être actuellement polémique ou non polémique. Je n'en sais strictement rien, ce qui me permet d'avoir une approche non flippée ou quoi que ce soit par je sais pas, par exemple par un buzz, un drama ou quoi sur l'individu. Alors je pense que c'est pas son cas, j'en sais rien, mais j'imagine que non. Mais là, moi, j'ai noté dans l'article 2 choses. La première, quel message transmettre aux personnes qui ont un cancer aujourd'hui? Donc c'est une question qui pose au docteur. Alors ce docteur, c'est un cancérologue, hein. C'est pas un médecin généraliste qui se dirait tiens, j'ai envie de creuser. Non, c'est un cancérologue, donc un spécialiste, on va dire. Donc qui est formé à l'université de Harvard et longtemps chercheur à l'école polytechnique. Je lis un peu son CV. Laurent Schwartz est cancérologue de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Nous l'avons interrogé sur cette nouvelle manière de voir le cancer. Donc il dit la question qu'il lui pose, c'est quel message transmettre aux personnes qui ont un cancer aujourd'hui. J'ai tendance à diviser les cancérens en plusieurs groupes. Premier point, les patients que nous pouvons guérir par des thérapies classiques. Pour ceci, il ne faut surtout rien changer. Et les patients pour qui le pronostic est mauvais, pour ceux-ci, nous ne savons pas quoi faire. Et nous n'avons que des pistes. Ces pistes consistent à améliorer la combustion du sucre par de l'acide lipoïque, par de l'hydroxycitrate et par tube bleu de méthylène. Donc première note, premier commentaire de ma part, j'en parlais encore hier avec des proches, c'est vrai que je sais pas si vous avez remarqué, mais lors de
de repas entre amis, en famille ou quoi. Vous avez deux teams. La team médecine conventionnelle, allopathique, donc les traitements, les médecins, c'est l'alimentation n'a aucun impact. En fait, la maladie était phénomène du hasard. Et donc, que vous mangiez, si c'est vendu, c'est que c'est sain, parce que si c'était malsain, on le trouverait pas dans le commerce, en gros. Donc, vous avez cette team-là. Et d'ailleurs, vous pouvez leur répondre juste, il y a du tabac en vente libre et pourtant on sait que c'est malsain. Donc leur raisonnement ne tient pas. Mais bon, bref, pour eux, la nourriture, si on la vend, c'est qu'elle est saine. En fait, après c'est le phénomène du hasard, la génétique et tout, si on chope des maladies. Donc il y a cette team-là, donc du coup, qui ne jure que par la médecine. Donc c'est vraiment que la médecine qui pourra leur dire arrêtez de manger du sucre ou quoi. Parce que sinon les autres, ils n'y croiront pas du tout. Vous avez cette team-là, et après vous avez la team contre la médecine conventionnelle, qui vont être plus sur la médecine, je vais pas dire bien-être, mais on va dire tout ce qui est naturopathie, le sport, l'hygiène de vie et tout. Mais en fait, c'est dommage. J'ai été légèrement comme ça au tout début. Alors quand je dis au tout début, c'est que j'étais même pas encore sur Internet ni rien. J'avais pas écrit une seule ligne d'article pour ni les magazines, ni mon blog, ni rien du tout. J'ai pu être un peu comme ça, mais très rapidement, on se rend compte que c'est hyper anxiogène, parce que ça nous fait croire qu'on peut tout soigner par le style de vie, le machin, alors que c'est faux. Et en plus, c'est l'alliance des deux qui fait que ça fonctionne. Si demain on me diagnostique une saloperie de pathologie, je prendrai le meilleur. J'écouterai les meilleurs au niveau de la médecine allopathique, donc je suivrai le traitement recommandé, plus je ferai ce qu'il y a de mieux par rapport à ce que je sais au niveau du style de vie, de l'alimentation. C'est la fusion des deux. C'est être acteur, mais en même temps se laisser aider, quoi. Je pense que vous voyez où je veux en venir de ces conversations de ceux qui disent on peut tout soigner, par exemple avec moi je connais quelqu'un qui se soigne uniquement avec des plantes. Moi je connais quelqu'un qui je sais pas, qui a essayé le régime sans glucides, il est tombé dans les pommes, il a arrêté. Enfin voilà, on a toujours des arguments comme ça qui viennent valider nos croyances, quoi. Bref, donc les patients que nous pouvons guérir par les thérapies classiques, ceux-là, il faut qu'ils continuent. Les autres, il faut essayer de chercher d'autres pistes. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que dit le cancérologue, hein. Par contre, là, il y a un truc intéressant, c'est qu'un cancérologue, on lui a posé quelle alimentation conseiller contre le cancer. Donc j'imagine une fois qu'il est là, quoi. Alors il est clair qu'une alimentation riche en sucre est dangereuse. Point. Phrase nette, claire, courte. Il est clair qu'une alimentation riche en sucre est dangereuse. C'est scientifiquement indiscutable. C'est encore marqué. C'est pas moi, c'est pas mes mots, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont écrits. Ensuite, nous ne savons pas vraiment à quel niveau il faut baisser le sucre et s'il faut le remplacer totalement par les corps cétoniques. Donc déjà, on voit que on parle du cétogène là. Mais trop de sucre fait le lit du cancer, du diabète et d'Alzheimer. Bon, moi, personnellement, quand je vois qu'il y a encore des gens qui disent il faut manger un peu de tout, le sucre n'est pas dangereux, j'ai encore du mal. Alors, je sais, mon podcast, il fera jamais autant de vues qu'une émission sur France 5 ou quoi. Bon, qui sait, peut-être qu'un jour, oui, mais bon, ça m'arrangerait pas, parce que je serais emmerdé avec trop d'emails et tout, et c'est pas mon truc. Mais globalement, si on regarde, dès qu'on va voir des gens qui savent concrètement, donc des chercheurs et tout ça, le sucre est toujours mauvais. Mais dès qu'on dézoome un peu et on a le regard un peu plus grand public, ce qui va parler dans les reportages et tout, en fait, on dédramatise. Mais pourquoi on dédramatise le sucre, en fait ? C'est pas grave, on parle entre adultes. Ceux qui fument, que ça soit le cigare, la cigarette ou toutes ces choses-là, ou l'alcool, ou je sais pas, il y a que ces deux exemples qui me viennent là. Bon, les gens savent quand même que c'est dangereux s'ils en abusent. Pourtant, c'est en vente libre, ils peuvent se raisonner, en consommer ou non, etc. On le sait, mais c'est vendu encore. Le sucre, non. Le sucre, en fait, il faut surtout pas associer sucre à pathologie. C'est comme s'il fallait pas comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui luttait ardemment pour que pathologie et sucre ne soient surtout pas dans la même phrase. Alors que c'est avéré, il y a tellement d'études là-dessus, mais je sais pas. Ça passe pas la barrière du grand public, en tout cas, des grands médias, comme s'ils doutaient. Parce qu'en fait, si on enlève le sucre, les gens se disent, oui, on met quoi à la place ? Et ce quoi à la place,
bah ils en savent trop rien parce que si on leur dit de manger plus de graisse, ils disent ah bah attendez les graisses vous nous avez dit que c'était pas bon, comment on fait quoi. Enfin et puis je lisais un livre là d'un journaliste scientifique qui dit le problème c'est que le régime cétogène, on a assez peu de recul sur le long terme, etc. sur autre chose que les pathologies type épilepsie. Et donc du coup, ouais, peut-être qu'il va y avoir des maladies plus tard, mais si maintenant ça améliore, on parle souvent de ça pour les personnes qui sont en fort surpoids ou qui ont un certain type de diabète qui nécessite pas des traitements trop lourds, que le régime cétogène parfois pourrait aider, et pas toujours, hein, mais que parfois ça pourrait aider. Et en fait, on a changé, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a changé complètement le raisonnement. C'est-à-dire que quand c'est pour quelque chose comme une approche alimentaire, on a peur pour le long terme. Donc, c'est-à-dire, on pense d'un coup, on est effrayé par le long terme. C'est-à-dire, oui, mais qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, le régime cétogène? Dans 20 ans, si on le suit. Mais par contre, quand il s'agit de médicaments ou de mauvais comportements, de prendre par exemple des cachetons qui améliorent quelque chose tout de suite, mais on sait, par exemple, les maladies, les psychotropes, qui ont un effet très long terme, plutôt négatif, pas tous, hein, mais certains ont un effet négatif au niveau du cerveau, on s'en fout là. Donc oui, mais ça vient soigner un problème maintenant. Donc du coup, ce qu'il y a plus tard, c'est pas grave, parce que la personne est en souffrance maintenant. Oui, mais le surpoids, l'obésité, le diabète, la personne n'est pas en souffrance maintenant? Donc pourquoi, quand il s'agit d'une approche alimentaire et de mode de vie, il faut dire oui, mais attends, on sait pas plus tard, et par contre on le dit pas ou on le dit peu pour les médicaments. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression que derrière ça se cachent des arguments de faux arguments, parce que il faut dire une chose. C'est dur de se passer de glucides, de sucre et tout. C'est tout. C'est dur, c'est difficile, c'est contraignant, c'est absence de plaisir alimentaire, c'est tristesse dans l'assiette pour beaucoup de personnes. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aller chercher n'importe quels arguments pour. Alors ça, c'est une partie, et l'autre partie, bah, c'est ceux qui les vendent. Hein. Ils vont vous dire que c'est bon. Donc, enfin, il faudrait recommencer à avoir cette discussion peut-être dans 20 ans. Quand une solution sera trouvée pour parce que vous verrez que le jour où il y aura quelque chose pour remplacer le sucre complètement je vais pas dire non nocif, mais on va dire équivalent à de la nourriture saine, on va dire, le discours va changer. Tout d'un coup, oula, le sucre c'est pas bon. Et moi, j'arrive pas et encore, je regarde souvent des documentaires, j'en parle là régulièrement parce que j'essaye il y en a tellement qui sortent parce que je sais pas si vous êtes allé, moi là, quand j'étais en vacances, je suis allé dans une grande librairie, et vous avez une librairie de ville. Donc c'était celle de Aix-en-Provence, une petite librairie de ville, là, de centre-ville. J'ai adoré d'ailleurs, et il faisait bien frais dedans. Et il y avait un rayon, mais immense sur la nutrition. Mais il y a de tout. Chacun a son approche alimentaire. Il y a de tout. Et évidemment, moi demain, si j'écrivais un livre, personne l'achèterait. Parce que certes, la méthode que je propose, elle fonctionne, mais les gens, ils me diraient, non, moi, c'est pas possible, je veux de manger tout ça. Moi, je vous vends pas quelque chose qui vous conforte, qui vous rassure, qui vous donne du réconfort dans l'assiette. Je vous vends quelque chose qui vous fait perdre du gras au bide. C'est tout. Donc, du coup, je sais très bien que ça ne marchera pas. Je ne pourrais pas le vendre, mon livre. Ou alors, il faudrait que je me mette à mentir. Alors, vous pouvez manger un peu de pâte à tartiner au petit déjeuner, parce que c'est équilibré, et quand je vois ça dans les reportages, j'en reviens à mes reportages, quand je vois, il faut manger un petit peu de ci, un petit peu de ça, j'ai pas l'impression qu'au Moyen-Âge ou à l'ère paléo, ils étaient carencés en pâte à tartiner, en brioche et tout. Je suis pas d'accord, en fait. Il y a un moment donné, il y a un équilibre alimentaire à avoir, mais il y a des choses qui se sont ajoutées à notre alimentation qui ne sont pas nécessaires à notre survie et à notre équilibre alimentaire. Et ça, il faut le dire. Enfin, je sais pas. Bon, bref, j'arrête avec ce sujet parce que je pourrais en parler. Je suis vraiment dedans en ce moment. J'essaye vraiment de comprendre leur logique, et d'essayer de pas de voir que l'angle financier, en fait. J'essaye vraiment de comprendre plus loin, parce que ça, c'est la façon facile de penser avec l'impact financier. Je sais que le monde tourne grâce à la thune, l'économie et tout, on est d'accord. Mais j'essaye de voir plus loin, de voir,
il y a autre chose parce que c'est trop gros, quoi. Tout le monde le voit, le côté financier, donc il doit forcément y avoir autre chose. Bon, est-il bon de s'entraîner à jeun ? Donc c'est un poste de la revue du praticien, donc ce que reçoivent les professionnels de santé, y compris les médecins généralistes, s'ils y sont abonnés, j'imagine. Hein. C'est pas donné d'ailleurs l'abonnement. Et là ils disent sport est-il bon de s'entraîner à jeun ? Donc ça sera probablement, j'aime bien dire ça à chaque fois, mais la réponse que vous donnera votre généraliste si vous lui posez la question et qu'il lit ça, eh ben il aura ce genre de réponse. Et puis s'il est même intéressé, il pourra pousser en lisant la nutrition du sportif de Xavier Bigard. Qu'est-ce qu'il a comme conflit d'intérêt ? Il a affiliation Union Cyclisme International, Aigle. Donc Aigle est une marque de vêtements, et Confédération Helvétique. Et il déclare avoir aucun conflit d'intérêt. Voilà. Donc il a une affiliation avec ça, mais pas de conflit d'intérêt. Ok. Donc, je reprends mon article. Donc, je vais vous le lire parce qu'il est court. Donc, admettons, si demain vous allez chez un généraliste qui a lu ça et qui vous lui posez la question « Le sport est-il bon de s'entraîner à jeun ?» Ils vont vous répondre « Des données expérimentales démontrent que la réduction programmée de la Enfin, il va pas vous dire ça, mais lui, il aura lu ça. Que la réduction programmée de la disponibilité en glucose à l'entraînement, par exemple une séance réalisée à jeun, permet de majorer les réponses biologiques à l'exercice, ce qui permet à terme d'améliorer les performances. Bon, je vous synthétise, quand vous êtes à jeun, étant donné que votre corps il a pas d'énergie venant de l'extérieur, donc de matériaux venant de l'extérieur pour bosser, il se débrouille pour fabriquer son carburant lui-même. Donc du coup, c'est les réponses biologiques à l'exercice, c'est ça, en gros, hein, de s'adapter sans qu'on l'aide avec une boisson sucrée ou avec un petit déjeuner pris une demi-heure, 1 heure, 2 heures avant. Donc je continue. De faibles réserves en glycogène au début d'un exercice majorent les capacités oxydatives des fibres musculaires et leur capacité à oxyder les acides gras. Donc en gros, là, je simplifie encore. Quand vous avez des réserves en glycogène qui sont basses, vous brûlez plus de gras. Vos muscles vont plus facilement brûler du gras, quoi. Enfin, les capacités oxydatives des fibres musculaires, c'est ça. Lors de la préparation aux compétitions... il y a une phrase, c'est écrit et ça a été écrit trop vite. Lors de la préparation aux compétitions, ce peut être une stratégie nutritionnelle intéressante, mais qui doit cependant être réservée à des objectifs sportifs chez des personnes régulièrement entraînées et ayant une bonne tolérance générale à l'hypoglycémie. Donc c'est vrai que vous voyez le mot tolérance générale à l'hypoglycémie, vous voyez que ça rentre pas forcément dans un... Ça par exemple, on l'entendrait pas dire dans un reportage. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ayant une bonne tolérance générale à l'hypoglycémie. Une hypoglycémie est toujours désagréable. Même si vous la tolérez bien, une hypoglycémie, vous n'êtes pas dans un mode de fonctionnement optimal si vous êtes en légère hypoglycémie. Vous allez avoir certains des sueurs froides, d'autres un peu la vision trouble, d'autres un palpitant un peu irrégulier, etc. Mais bon, avec des symptômes plus ou moins accentués. Regardez les symptômes de l'hypoglycémie, vous verrez une faiblesse musculaire, etc. Enfin bon, bref. Et il y en a chez qui c'est dérangeant et d'autres non. Mais certains, malgré ça, s'en accommodent et continuent leur entraînement. D'autres non. Et c'est pour ça qu'ils parlent de tolérance générale à l'hypoglycémie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de tolérer, d'autres non ? Et ça, par exemple, dans un reportage, vous ne le verrez jamais. Parce que par défaut, on dira hypoglycémie égale danger égale surtout l'éviter. Donc ne pas faire du sport avec une hypoglycémie. Parce que principe de précaution. Parce que hypoglycémie, si c'est sur une personne qui est en mauvaise santé, ça peut mener à un problème. Mais chez une personne qui le tolère bien, non. Donc en fait, là, j'aime bien la revue du praticien parce qu'elle a une forme de nuance qui n'est pas extrême, qui n'est pas poussée, mais il y a quand même une certaine nuance que j'apprécie par rapport à un poste classique, quoi. Bref, je vous dis ça parce que... moi ça fait écho aussi avec les personnes qui me disent j'ai essayé le régime sans glucides, je tiens pas, je suis en hypoglycémie. Ouais, peut-être qu'il faut t'habituer un peu à l'hypoglycémie. Je sais pas, va voir ton médecin pour voir si t'es en bonne santé avant de tester ça. Mais quand même, je pense qu'on est tellement dans le confort que la moindre frustration, la petite hypoglycémie, on y est tellement peu habitué. Enfin, ils y sont tellement peu habitués que non, j'en veux pas. Bon. Là, j'ai en direct live la débroussailleuse derrière moi. Je fais une petite pause et je vous reprends après.
Bon, je continue mon affaire. D'ailleurs, pour ceux qui passent le débroussailleur et tout, il en existe des électriques aujourd'hui. Je sais pas si ça fait moins de bruit ou pas. Par contre, je crois que c'est un peu plus lourd avec la batterie. Enfin bon, bref. Je continue. Les phases programmées d'entraînement avec une faible disponibilité en glucose ne doivent pas être associées à une augmentation de la charge de travail physique. On peut conseiller un rinçage de la bouche avec une boisson glucosée afin d'améliorer la tolérance des exercices et les apports protéiques, notamment en récupération des séances d'entraînement. Ça doivent être contrôlés afin de prévenir la fonte de la masse musculaire. Enfin, il faut bien différencier la périodisation des apports glucidiques à l'entraînement, séances ponctuelles pratiquées avec de faibles réserves en glycogène, de l'adoption en toutes circonstances d'un régime pauvre en glucides. De tels régimes d'exclusion ne sont pas compatibles avec l'entraînement et la compétition de haut niveau. Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Quand on parle de sportifs de haut niveau, on parle pas de notre séance de muscu et puis un peu de cardio, etc. On parle vraiment de... Un sportif de haut niveau, c'est comme vous ou moi, hein, c'est 8 heures par jour à bosser pour son job. Donc, bosser veut dire s'entraîner peut-être 3, 4, 5 heures, récupérer par des massages, de la récupération active, etc. Donc, il y a vraiment un impact concret il y a vraiment dans la journée, on peut pas se permettre de faire de la restriction. Pourquoi nous on fait de la restriction? Très souvent, au-delà de la santé, c'est surtout pour la ligne que nous on tempère un peu notre apport en glucides parce que on a des morphologies comme moi par exemple. D'ailleurs, je l'ai dit récemment dans une FAQ, mais j'ai été en obésité modérée puisque j'avais un IMC au-dessus de 30. Par le passé, donc quand j'avais la petite vingtaine, et donc j'ai perdu ce poids-là, je l'ai jamais repris, etc. Mais j'ai dû contrôler justement mon apport en glucides pour pouvoir atteindre un IMC. Alors même si l'IMC, ça veut trop rien dire quand on fait de la muscu, hein, je veux bien. Mais moi, je faisais pas de muscu avant, hein, donc c'était l'IMC de 30, c'était sans la muscu. Hein. C'était vraiment 2 ans sans rien faire. Je me souviens, j'avais pris du poids. Enfin bon, voilà. Et donc. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que dans la compétition et le sport de très haut niveau, je vais prendre par exemple les cyclistes. Alors je sais qu'il y a eu des expériences qui ont été faites avec les cétones et tout ça, mais globalement, eux utilisent en combo, c'est-à-dire que ils habituent leur corps à fonctionner avec sans glucides. En fait, ils se mettent en diète cétogène pour bien fonctionner avec les cétones. Et ensuite, ils apportent des glucides en plus lors des compétitions ou quoi pour voir ce qui se passe. Et certains ont eu des effets positifs parce que pour eux, ça leur fait en fait un petit peu comme s'ils fonctionnaient en hybride, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un carburant, ils peuvent utiliser les deux carburants, quoi. Bon, ça après, moi, j'ai un doute par rapport à la toxicité. D'avoir à la fois des cétones et à la fois du glucose. Mais bon, c'est que mon point de vue personnel sur ça. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. J'ai l'impression que le corps, il va pas aimer qu'on lui dise fonctionne aux deux en même temps. Je pense que s'il régule avec l'un ou l'autre, c'est pas pour rien en fait. Mais bon, ça n'est que mon point de vue. Certains vont démonter mes recherches et mon point de vue certainement. Peu importe. Moi, c'est comme ça que je pense pour le moment. C'est pareil pour les boissons glucidiques. Se rincer la bouche avec des boissons sucrées, glucosées et tout. Moi, je suis pas parce qu'encore pour la santé bucco-dentaire, pour les caries et tout ça. C'est encore une fois, c'est mon point de vue. Peut-être qu'il y en a qui diront, l'exposition est pas assez longue ou quoi. Je vous recommande, en tout cas, si vous buvez régulièrement des boissons glucidiques comme ça durant l'entraînement ou avant ou en vous rinçant la bouche, de le faire, mais dans la foulée, de le faire avec de l'eau plate. De manière à ne pas laisser un pH trop acide après ingestion de boissons glucidiques, quoi. Voilà, dans la bouche, parce que c'est comme ça que se développent les problèmes de dentaires, quoi, sur un terrain acide. Bref, donc vous voyez que eux, ils sont pas contre l'entraînement à jeun. Par rapport à l'entraînement chez des personnes qui tolèrent bien l'hypoglycémie. Et ouais, il y a pas trop ils expliquent bien, quoi. Ils expliquent bien. Après, par contre, pour les athlètes de très haut niveau, de toute façon, l'athlète, comme je disais, de très haut niveau a de tels besoins énergétiques que il peut pas vraiment se passer d'un nutriment, quoi. Il peut pas se dire, tiens, je me passe de prot ou de lipides ou de glucides. Parce que quand il doit tamponner un 10 000 calories brûlées, il peut pas s'amuser à exclure un nutriment. Enfin, après, c'est mon point de vue, encore une fois, mais c'est ce qui se retrouve aussi sur le terrain, quoi.
C'est pour ça que je crois que c'est par heure, ils ont un grammage de glucides par kilo de poids de corps à ingurgiter pour resynthétiser au maximum en 24 heures le plus de glycogène possible pour l'étape suivante, quoi. Bref, on continue. La nutrition, c'est par rapport à la chaleur. Donc là, c'est Science Daily, donc c'est américain ou c'est anglais, je sais pas, qui titre un article qui s'appelle Pourquoi la chaleur nous rend somnolents. Et en fait, c'est sur des mouches qu'ils ont étudié ça. Et ils sont par rapport aux neurotransmetteurs, apparemment, on aurait les mêmes pour ce motif-là en tout cas. Et en fait, ils disent que les chercheurs ont découvert que les neurones du cerveau recevant des informations sur la chaleur font partie d'un système plus large qui régule le sommeil. Lorsque le circuit chaleur parallèle au circuit froid est actif, les cellules cibles qui favorisent le sommeil vers midi, donc en milieu de journée, restent allumées plus longtemps. Cela se traduit par une augmentation du sommeil donc de la sieste en fait, de milieu de journée, qui éloigne les mouches de la partie la plus chaude de la journée. Bon, pourquoi je trouvais ça intéressant ? Parce que c'est vrai que quand il fait très chaud, et je suis concerné, j'ai l'impression de dormir mal. En fait, c'est pas que j'ai l'impression de dormir. Enfin, moi, j'ai mis ça sur le mauvais sommeil. Je me sentais plus somnolent dans la journée avec la chaleur. On a tous senti que quand il fait très chaud, on se sent plus écrasé. On peut penser que c'est à cause de, justement, des mauvaises nuits de sommeil parce qu'il fait chaud. J'imagine que c'est vrai. Forcément, parce que si vous avez un sommeil, on va dire perturbé par des réveils nocturnes parce que vous avez chaud ou vous retournez dans un sens puis dans l'autre, forcément ça joue sur votre forme. Mais il y a autre chose, c'est que vous somnolez aux heures les plus chaudes parce que votre organisme veut vous préserver de cet excès de chaleur. Alors quand je dis vous, c'est les mouches, mais ils disent que visiblement ce serait pareil chez l'homme. Et d'ailleurs j'aurais un truc à dire par rapport aux études sur les animaux. Mais bon, bref. Cela se traduit par une augmentation de sommeil. Donc, comme s'il y avait un côté de se préserver. On est un peu somnolent, vous savez, un peu plus en milieu de journée quand il fait très chaud. Par rapport à d'habitude, on l'est toujours, mais là, encore plus. Pour, en fait, nous aider à rester à l'ombre, quoi. Va pas dehors, c'est pas bon, quoi. Dors, reste au chaud, hiberne, quoi, quand il fait trop chaud. Et je trouve ça intéressant. Parce qu'on l'a tous remarqué. Je pense que à 13, 14, 15 heures, actuellement, pas grand monde a envie de faire sa muscu si c'est pas climatisé, quoi. Si on est en plein cagnard, on sent que c'est pas bon, quoi. Et d'ailleurs, je déconseille à toutes les personnes qui m'écoutent et qui courent en plein cagnard, 40 degrés et tout, c'est pas bon. C'est pas bon, messieurs, dames, de courir comme ça. Faites-le à la fraîche ou le soir, mais c'est pas bon de courir aux heures les plus chaudes. Je vous le dis, c'est dangereux. Donc danger ou dangereux. Tu choisis, c'est un des deux. Mais bon, voilà. Alors, petite chose que je voulais dire sur les mouches et sur les insectes, les animaux et tout ça. Il y a un argument de beaucoup de gens qui disent les études, ça fait pas tout, et puis souvent c'est les animaux et tout ça. Qui disent oui, mais ça a été prouvé chez l'animal, et même dans des reportages on le voit, des spécialistes, vous savez, des médecins de plateau de télé et tout, qui disent ouais, bon, ça a été prouvé chez l'animal, mais l'homme n'est pas un animal, l'homme n'est pas une souris, n'est pas un rat, n'est pas une mouche. Ok ? Donc du coup, eux, ils y croient pas trop à ces études-là. Donc ce que je vais faire, moi je vais aller chercher une molécule, un ingrédient qui flingue la mouche ou qui flingue la souris. C'est-à-dire qu'en une semaine, ça lui file un cancer. Et vu qu'on n'est pas pareil, je vais la donner à ceux qui disent ça. Je dis, prends-le, tu n'es pas pareil, tu crains rien puisque tu n'es pas une mouche. Donc toi, tu n'es pas une souris, donc tu ne crains rien. Moi, en fait, je pense comme ça. C'est-à-dire que je ne pense pas effectivement que tout ce qui est vérifié chez l'animal se vérifiera chez l'homme. Mais par précaution, si jamais il y a un truc qui flingue les mouches ou qui flingue directement quelque chose, les chercheurs sont pas bêtes à un moment donné. S'ils testent certaines catégories d'animaux ou d'insectes, c'est pas pour rien qu'ils les sélectionnent. Alors je sais la cause animale et tout, il y a un autre débat là-dessus, mais quand même. Donc si ça file le cancer en peu de temps, ou même si les souris là, comme on voyait, sont plus rapidement addictes, je crois que c'était plus addictes au sucre qu'à la cocaïne. Une des études les plus célèbres. J'arrive plus à citer le nom de l'auteur, on l'entend dans tous les reportages. Mais donc cette étude-là, donc si on arrive à voir ça, on voit que tranquillement ça se vérifie chez l'homme aussi avec les problèmes de sucre et d'addiction. Donc c'est peut-être pas exactement pareil, mais il y a une forme de tendance en fait. Donc ces gens qui critiquent les études sur l'animal, j'aimerais leur dire, écoute, prends les trucs qui flinguent les animaux et prends-en.
bah, c'est pas pareil, donc vas-y. Et tu verras que t'en prendras pas. Parce que en fait, c'est des gens qui veulent pas croire à des avantages de certaines choses, se dire c'est pas possible, voilà. Et je trouve que c'est de mauvaise foi en fait de penser comme ça. Parce que quand il s'agira de mettre leur santé à eux en danger ou quoi, ils vont se dire attends fais voir, ça tue les mouches, j'en veux pas, non j'en veux pas. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que... alors, est-ce que je l'ai ou pas ? Oui, il est là. Donc ce week-end, j'ai fait une FAQ. Vous savez, tous les étés, j'aime bien faire une FAQ. Des fois, je le fais 2 fois par an. Mais là, donc vous avez la partie 1. Donc c'est à peu près 1 heure à chaque fois. On parle ensemble. Enfin, on parle ensemble. Je parle tout seul, mais des questions que vous m'avez posées. Donc c'est pour ça que je dis on parle ensemble. Donc dans la partie 1, je réponds à plusieurs questions. Je vous les cite là. Vous retrouverez tout ce que je viens de parler, tout ce dont je viens de parler là. Vous l'avez en note dans le podcast, soit par mail, soit là là où vous êtes en train de m'écouter. Vous avez un lien quelque part là dans la description pour aller voir. Donc il y aura aussi un lien vers la FAQ numéro 24 partie 1 où je vais répondre aux questions suivantes. Donc faut-il acheter un lit intelligent ? L'application Center de Chris Hemsworth, donc l'acteur de Thor, vaut-elle vraiment le coup au niveau nutrition et au niveau entraînement ? Comment faire du cardio sans utiliser le bas du corps ? Faut-il prendre ou non du gingembre durant l'effort ? Comment sécher quand on a une bonne diète et une vie sportive active ? Donc on a déjà tout ce qu'il faut pour être sec et qu'on ne l'est pas. Comment augmenter le développement des cuisses quand elles sont en point faible et que le haut du corps, lui, pourtant est bien développé ? Peut-on sécher en faisant que du vélo ? Comme forme de cardio, comment tenir le sport sur la durée, donc c'est-à-dire une forme de motivation d'entrain à continuer à s'entraîner, comment bien utiliser les antioxydants sans pénaliser justement cette fameuse réaction inflammatoire post-entraînement. Et voilà, donc ça c'est la première partie, il y en aura une deuxième partie dimanche qui arrive là, mais la première partie déjà vous pouvez y accéder, il y a la vidéo, je vous mets le lien là et vous avez la réponse à toutes ces questions-là. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise si vous rentrez de vacances, un bon départ si vous partez en vacances, un bon entraînement et une bonne remise en rentrée scolaire, etc. pour ceux qui sont parents et tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine ou tout de suite si ceux qui veulent rester avec moi pour la FAQ numéro 24. C'est en description, à tout de suite. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.